passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui ne cesse d'expérimenter son format. Aujourd'hui, j'invite non pas un ou une artiste, non pas un ou une curatrice à mon micro, mais 2 jeunes critiques pour un épisode spécial. Un épisode pour débattre de 2 spectacles de danse dans une conversation critique avec Belinda Mathieu et Calista Croiser. Partant du constat que les espaces critiques se font de plus en plus rares, qui plus est en danse, j'ai voulu ouvrir le Beau Bizarre à un épisode spécial pour expérimenter l'exercice critique autour de 2 projets chorégraphiques et en conviant 2 jeunes critiques à mes côtés, Belinda Mathieu et Calista Croiser. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation, de manière généreuse et bénévole, je dois le souligner. Belinda Mathieu, vous êtes journaliste et critique spécialisée en danse, vous travaillez pour plusieurs médias dont Télérama, Mouvement et Scène Web. Vous êtes diplômé de lettres modernes de l'Université Paris-Sorbonne et de journalisme, titulaire d'une licence du département danse de l'Université Paris 8. Vous poursuivez actuellement ce même cursus en master en alimentant une réflexion sur votre propre pratique et les enjeux des textes critiques dans l'écosystème de la danse contemporaine. Calista Croiser, vous terminez un master d'histoire transnationale à l'École normale supérieure de Paris. Vos recherches portent sur la formation du corps de ballet du théâtre municipal de Rio de Janeiro. Vous êtes chroniqueuse danse pour Mouvement et Springback Magazine, un média anglophone spécialisé dans la danse contemporaine et initié par Aerowaves. Et vous faites partie également des critiques théâtre pour Les Échos. Mais aujourd'hui, c'est de la danse dont il sera question, avec un autre menu, 2 spectacles. Extinction Room, du chorégraphe roumain Sergio Matisse, qui porte le sous-titre Hopeless, Désespoir, qui a été présenté récemment au Centre national de la danse dans le cadre du temps fort pour recommencer ce monde, et Liberté cathédrale du chorégraphe français Brice Charmatz, présenté actuellement par le Théâtre de la Ville. Mais avant de lancer notre discussion critique sur ces 2 spectacles, j'aurais aimé vous questionner, dans ce premier épisode spécial critique, sur justement la définition de l'exercice critique. Selon vous, en quoi consiste cet exercice ? Moi, en pratiquant la critique, qui n'a pas été ma première pratique d'écriture, parce que j'ai d'abord écrit des articles, on va dire, journalistiques sur la danse, qui n'avaient pas forcément de dimension critique, je me suis rendu compte que la critique, c'était aussi une pratique d'écriture et aussi une pratique physique, parce qu'elle nécessite de se déplacer et d'assister à des spectacles, d'être immobile. Et en ce moment, c'est un peu ça qui me travaille, en tout cas, le fait que comment on implique notre corps et notre sensibilité dans la pratique critique. Calista. Tout comme Belinda, la critique n'est pas ma première pratique d'écriture, puisque je viens plutôt du milieu de la recherche. Et en écrivant la critique, quand même, on est amené à réfléchir sur cette pratique. Et j'en suis revenue en fait à l'étymologie, tout simplement, de critique, qui signifie analyse. Et jusqu'ici, j'associais ça, comme la plupart des gens, à quelque chose de négatif, forcément, une critique. Et en fait, pas du tout. Une analyse, c'est un point de vue situé, un regard sur une œuvre avec une réflexion argumentée sur une expérience d'un spectacle. Et voilà, une restitution personnelle et située de ce qu'on a vu. C'est une façon de dresser un bilan comme ça d'une existence étrange quand même. Et vous le savez, Joël, aller au théâtre tous les soirs ou quasiment, c'est une étrange vie par rapport à celle de nos contemporains, de tous nos contemporains. Être payé pour aller au spectacle, alors que les gens normaux paient pour y aller. Oui, c'est tout à fait insolite et c'est tout à fait grisant. Et parfois énervant, parce que c'est une vie pas comme les autres, quoi. Il y a des fois, on ne voudrait pas y aller. On voudrait rester chez soi, avec des amis ou en famille. Je dis ça pour avant. Maintenant, j'y vais beaucoup moins. Enfin, je suis les choses tout de même. Mais c'est vrai que 50 ans de soirée, Poire Delpech, le critique du Monde, disait ça au soir le soir. Enfin, c'est le titre d'un recueil de ces articles. Oui, et y aller tous les soirs. Et même les dimanches après-midi, c'est une vie étrange, mais je pense qu'elle tend à disparaître. Je parle de la critique dans la presse papier, pour l'instant. Je parle de ce moment où il y avait beaucoup plus de journaux,
et beaucoup plus de gens qui étaient amenés à parler du théâtre dans la presse. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de gens en parlent, mais c'est ailleurs, c'est avec d'autres outils électroniques. Enfin, et ça n'est pas la même chose. La civilisation du journal disparaît, c'est indiscutable, et j'en suis très conscient. Et vous en êtes très malheureux ? Au fond, oui, puisque c'est la forme que je connaissais, qui a été la mienne. J'imagine qu'un jeune homme ou une jeune femme qui arrive aujourd'hui et qui s'exprime par ordinateur ou sur le web ou par Internet a des joies que je peux comprendre, mais qui sont moins belles pour moi que celles de la chose imprimée, de l'encre, de la rotative, du rapport avec les ouvriers du livre. C'est un monde qui disparaît. La voix de Jean-Pierre Leonardini, journaliste et critique de théâtre connu pour sa carrière au journal L'Humanité, au micro de Joël Gaillot, au moment de la publication de son livre « Qu'il crève les critiques ». Est-ce que vous partagez ce qu'il exprime ? Être la génération qui n'a pas connu l'édition papier, son époque faste, le fait de ne pas avoir envie d'y aller certains soirs. Il faut quand même dire que nous nous sommes retrouvés dimanche soir pour assister à la première de Liberté Cathédrale. Je rejoins sur le fait qu'on a tous fait ce constat d'une réduction des espaces de la critique dans les journaux papier et puis même sur le web finalement. Et puis il y a ce côté aussi critique et parler d'une œuvre. Enfin, la critique en elle-même, même si on parle beaucoup des œuvres sur Internet, souvent de l'ordre de la présentation, voire de la promotion, mais la critique en elle-même a finalement peu d'espace. Et je le rejoins aussi également sur... Ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait que la critique c'est une pratique physique aussi qui implique un déplacement et puis certaines fois on n'a pas envie d'y aller. Ça demande aussi de penser son emploi du temps en fonction en fait des spectacles qu'on va voir. Ça réduit aussi certaines fois les temps de sociabilité et puis nos activités personnelles parce que souvent on est invité seul. C'est pas toujours qu'on peut aller à un spectacle avec quelqu'un et donc ça reste une activité solitaire et passer son dimanche après-midi au théâtre certes avec une pièce qui nous est présentée mais en sachant aussi qu'on a un exercice à faire derrière donc on est quand même un peu là pour le travail. C'est pas toujours simple à aborder comme pratique. Pareil, j'ai pas lu son livre, mais je me suis vraiment retrouvée en me disant en fait c'est vraiment quelque chose d'un peu partagé par tous les critiques, d'avoir cette dévotion comme ça, d'aller au théâtre, de s'engager dans cette vie, d'aller voir des spectacles tous les soirs. Et en même temps, donc je le rejoins vraiment là-dessus. En même temps, sur le côté les espaces web ou électroniques qui nomment, c'est drôle parce que je trouve qu'il y a un peu un discours presque transhumaniste, ou je sais pas, dans ce qu'il dit, et ça, ce serait un peu le futur de la critique, et je trouve ça assez drôle en fait. Mais je pense que ce qui est, comme tu le disais Calista, il y a vraiment... je pense pas que le problème il soit dans vraiment la disparition de la critique sur le papier, mais vraiment sur la surabondance des avant-papiers. Et ça, quand j'ai commencé à écrire sur la danse en 2016 pour Télérama, où j'ai commencé à écrire pour Télérama Sortir, j'écrivais aucune critique, et c'était que des avant-papiers. Et en fait, les écrits sur la danse, en tout cas dans les médias plutôt généralistes, mais pas que, ont un but promotionnel à chaque fois. Et ça m'a vraiment marqué. Les critiques peuvent être aussi promotionnelles, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de liberté que des avant-papiers où on n'a pas forcément vu le spectacle, parfois on n'a pas vu le travail de l'artiste, parfois on a juste eu accès au dossier, même pas... en fait, ça réduit... Je trouve que ça produit des choses assez amusantes, parce que ça crée une fictionnalisation comme ça des spectacles qu'on n'a pas vus, et c'est très drôle à faire pour nous, mais je pense que pour les lecteurs et les lectrices qui vont lire les articles, c'est quand même un peu étrange. Et puis ça dit quand même quelque chose de notre rapport à la culture et au spectacle vivant, du fait de que vouloir peut-être soit expliquer les intentions des artistes, soit faire la promotion d'un spectacle. Ceci est la grue de Sibérie, Leu Kogeranus, Leu Kogeranus. Dans les rituels des Yakoutes, des Yukaghirs et d'autres groupes sibériens,
les chamans exploitent l'esprit de ces oiseaux magnifiques et sacrés. Ils sont liés au monde supérieur des êtres célestes et sont associés à la féminité, à la bénédiction et à l'équilibre saisonnier. La grue de Sibérie est une espèce migratrice qui passe l'été dans la toundra arctique de l'extrême nord du continent eurasien et l'hiver à 6000 km au sud. Historiquement, il y a eu 3 populations disjointes, occidentale, centrale et orientale. Le groupe oriental étant de loin le plus important, avec une population d'environ 3000 individus. Les groupes de l'ouest et du centre partageaient une aire d'estivage et une partie de leur route migratoire, puis divergeaient pour l'hiver. Le groupe central, dont la trajectoire de vol longeait l'Himalaya, a disparu depuis 2002. Le groupe occidental, après des années de déclin, est fonctionnellement éteint et ne compte plus qu'un seul oiseau, un mâle, qui vit et migre seul sur la côte sud de la mer Caspienne depuis plus de 10 ans. Extinction Room, salle d'extinction, évoque l'extinction des oiseaux et pour dénoncer leur dramatique diminution due à la crise climatique et au bouleversement de la biodiversité, Sergio Matisse a imaginé une installation sonore multidirectionnelle immersive. Le public est plongé au cœur d'un paysage musical diffusant les cris, les appels et les chants d'espèces disparues ou menacées. 3 performeurs et performeuses, dont le chorégraphe lui-même, guident les visiteurs par leur intervention et tentent d'éveiller leur conscience. Visiblement, il n'existe pas de captation de la pièce, mais les morceaux et récits sont répertoriés dans une playlist Bandcamp. J'ai choisi un extrait du passage qui évoque l'oiseau nommé la grue de Sibérie pour introduire notre discussion. Alors, première question un peu générique. Qu'en avez-vous pensé et comment vous avez vécu votre immersion ? Donc il faut signaler quand même que ça fait quelques temps maintenant qu'on est allé voir cette pièce au CND et que le décalage temporel entre le moment où on fait l'expérience et le moment où on en parle, là aujourd'hui, est pas sans effet sur la façon dont on restitue l'expérience. Moi je garde un souvenir de quelque chose d'assez dépaysant finalement, puisque voilà, on rentre dans une salle pas mal bétonnée, il me semble, dans une atmosphère avec des lumières jaunes, un peu de quelque chose d'assez brumeux, et puis donc ces performeurs et performeuses qui sont habités par des oiseaux, ou en tout cas qui se mettent dans la peau d'oiseaux et on reproduise les cris avec tous ces bruits de nature autour de nous, donc quelque chose d'assez dépaysant, alors que le paysage de la salle lui-même, tout le béton et puis des cubes posés au milieu pour que les spectateurs et les spectatrices puissent s'asseoir, n'invite pas forcément au dépaysement. Et Linda ? Oui, moi j'ai aussi... ce dont je me souviens beaucoup, c'est la superposition un peu des couches qu'il y avait, de se dire que à la fois il y a de la danse, donc il y a cette comme ça invocation, comme tu disais Calista, de présence animale dans les danseurs. Et on a aussi les danseurs qui chantent ou reproduisent des cris d'oiseaux. Il y a aussi des enregistrements de bruits de nature et aussi des récits parce qu'il y a une sorte de forme comme ça de manège où les performeurs et les performeuses tournent comme ça à travers, parmi le public pour raconter les histoires ou des mythes liés à ces oiseaux. Donc on a vraiment à la fois
les performeurs, ils sont des sortes de conférenciers, donc il y a une dimension de conférence, et en même temps, donc d'immersion dans cette sorte de collection, de reliquaires des oiseaux, il me semble tous disparus, en voie de disparition, je crois tous disparus. Ou menacés. Et en même temps, ils font apparaître ces oiseaux comme s'ils étaient vivants en les incarnant. Donc il y a une sorte de superposition de présence un peu morte et vivante. En termes de temporalité, je trouve aussi qu'on ne sait pas très bien où on se situe. Est-ce qu'on est dans le présent, dans un futur proche, dans un avenir un peu dystopique qui est évoqué par la disparition du vivant, quoi. On a beaucoup parlé de dispositifs et des récits sonores, mais qu'en est-il de la danse ? Pour ma part, j'ai trouvé que quand même il y avait dans cette danse-là une grammaire chorégraphique d'une grande inventivité par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la danse de leur visage, finalement. Puisque c'est pas ce qu'on attend quand on veut incarner un oiseau. Enfin, les oiseaux n'ont pas des expressivités faciales aussi prononcées que l'humain. Donc c'était assez étonnant de les voir avec des yeux exorbités ou la bouche grande ouverte quand il reproduisait les cris de ces oiseaux. C'était quelque chose d'assez frappant finalement comme vision, et même donc avec cette distance temporelle qui nous sépare de l'expérience maintenant, ça me marque encore. Donc oui, il y a quelque chose d'assez finalement le croisement entre l'humain et puis l'animal qui est de l'ordre d'une grande inventivité quand même, comme tu le signalais. Bah oui, moi aussi j'ai été très marquée par cette danse des visages qui contraste vraiment avec la manière dont les oiseaux sont représentés dans la danse. Et moi, cette pièce, elle m'a fait penser à quelles animalités dans la création chorégraphique et dans l'histoire de la danse. Et il y a un texte d'Hélène Marquier qui parle de ça, de la danse, les présences animales dans la danse moderne, et elle parle notamment de un peu l'histoire aussi des incarnations animales dans le ballet, par exemple le lac des cygnes, qui est un grand classique, ou l'oiseau de feu. Et c'est vrai que l'oiseau dans la danse classique, il est une sorte de symbole de l'envol qui va coller avec une image de la danse classique très aérien, évanescent, qui a été aussi incarné par d'autres personnages, par exemple les sylphides. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un contrepoint avec ces représentations-là des animaux. Et en danse moderne, c'était plus une sorte en tout cas de ce qu'explique Hélène Marquier, d'un retour à la nature, et que les chorégraphes observaient les animaux pour s'en inspirer, pour aller renouveler le mouvement, aller vers une forme de primitivité. Et elle cite notamment Martha Graham qui allait observer des animaux dans les zoos pour s'inspirer de leur mouvement, pour nourrir sa danse. Et là, je trouve qu'il y a vraiment on arrive, j'ai l'impression, dans une période où il y a un nouvel intérêt pour le vivant ou pour les animaux, où vraiment on va convoquer l'animalité pour parler de nos relations vivantes et de la crise écologique. Et là, je trouve que du coup, il marque une sorte de... Enfin voilà, il ouvre un nouveau chapitre où il se démarque de ce qui a pu être fait en termes de... on voit que l'animal, il n'est pas seulement amené pour sa symbolique ou pour le type de mouvement qu'il pourrait produire, mais vraiment pour nous ramener à peut-être nos dysfonctionnements. Donc je trouve que ça, c'est... Et puis c'est quelque chose qui est assez... dans les relations, on le voit avec tout le cycle en fait, qui était au CND, mais même la programmation de Junivens il y a 2 ans, où il y a un intérêt des chorégraphes contemporains pour les relations avec le vivant, avec la nature, la préservation des écosystèmes, qui se manifestent à plein d'endroits, que ce soit dans les références qu'ils ont, comme Baptiste Morisot ou Vinciane Després, que dans le type des créations in situ, des engagements écologiques, comme Jérôme Bell a beaucoup mis en avant son engagement écologique, par exemple. Donc c'est vraiment à différents endroits, et ça s'exprime de plein de manières différentes, et pas seulement en termes d'esthétique. On va creuser cette idée avec l'extrait que j'ai prévu pour plus tard, mais avant j'avais envie d'évoquer la question du contexte de la réception. Je dois préciser pour ma part que j'ai vu cette pièce 4 fois dans 4 contextes de jeux différents. Une première fois avant le Covid, en plein air dans un parc à Vanves.
une seconde fois à Brest dans une sorte de hangar et une troisième fois à la péniche La Pop. Et cette dernière fois, comme vous, au CND. Et je dois dire deux choses à ce propos. C'est-à-dire, d'abord, je crois que ma meilleure expérience a été celle faite dans la nature. Il y a quelque chose qui appelle ou qui fonctionne mieux pour moi quand on se trouve en contact direct avec la nature pour cette pièce. Là où notamment à la Pop ou même au CND, j'ai senti un peu le dispositif un peu plus écrasé ou un peu plus à l'étroit. Il y avait aussi une forme de cacophonie, je ne sais pas si vous l'avez senti, qui pouvait exister quand les performeurs parlaient en même temps. Et la seconde chose, c'est la représentation à Brest, qui arrivait après différents confinements. Et une émotion particulière m'avait, je crois, traversée à l'écoute de la première phrase, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire encore, c'est « Welcome back to nature ». Et ça faisait un retour à la nature qui en était pas un, c'était plutôt un retour dans les théâtres d'ailleurs à ce moment-là. Cette phrase avait en tout cas résonné pour moi. Et comment ça a fonctionné l'espace pour vous, Belinda ? Je crois que vous l'avez vu aussi au moins dans deux contextes différents. Alors oui, je l'ai vu à Brest aussi, il me semble que c'était en 2021, non 2022. Et donc c'est dans cet espace c'était en tout cas pas dans un contexte de théâtre, mais dans une sorte de hall, donc je me souviens plus exactement le nom, mais où il y a le théâtre, et qui donne un peu une impression de centre commercial. Et on était un peu disposés sur des bancs ou par terre, il me semble, et les performeurs et performeuses évoluaient autour de nous. Et moi j'ai vraiment souvenir, bon déjà moi de grande fatigue, d'être arrivée par le train et tout ça, et d'être posée enfin à Brest, quoi. Je crois que c'est la première pièce que j'ai vue en arrivant, et d'une impression que les sons en fait étaient, comme c'est un endroit qui est très haut de plafond, et où il y a beaucoup de porosité avec les espaces autour, des personnes qui sont au café juste à côté, ou qui... je crois qu'il y avait un événement d'escalade à côté, enfin vraiment des choses très différentes. Et il y avait ce son, et notamment les sons enregistrés, qui se perdaient un peu dans l'espace, et on avait vraiment un peu du mal à entendre, il y avait du brouhaha, et donc quelque chose de très large comme ça au niveau de l'espace, et de très dilué. Et honnêtement, moi j'ai eu un peu du mal à me concentrer sur ce qui se passait, et j'essayais de me fixer à chaque fois sur les récits de chaque performeur sur les oiseaux, alors que là dans la version au CND, c'était beaucoup plus englobant comme situation. Et dans les deux cas, mais peut-être plus au CND, ça m'a donné vraiment cette impression de... on est dans une sorte de musée de conservation des espèces qui n'existent plus, peut-être dans un monde où le vivant a totalement disparu, où il y aurait peut-être quelques humains, ou je sais pas, peut-être on serait des bots avec des consciences humaines, et on explorerait comme ça, il y aurait ces attractions dans des musées qui seraient des descendants des muséums d'histoire naturelle, mais avec que des espèces, une sorte de cimetière des espèces disparues, où on voudrait nous remettre en situation avec des invocations d'oiseaux d'antan, il y a peut-être des centaines d'années, quoi. Moi, dans les deux cas, ça m'a vraiment évoqué ça, mais surtout en deuxième. Et je pense que c'est lié à l'architecture aussi de cette salle dans laquelle on était au CND, avec le béton et des choses très froides et un peu dures. Enfin, presque, on aurait pu être dans un bunker. On nous diffusait, après une catastrophe nucléaire, on nous diffusait des sons d'oiseaux disparus. Calista, l'espace, le contexte de réception, comment ça joue pour vous ? Moi, je n'ai vu la pièce qu'une seule fois au CND, donc je te rejoins sur l'aspect bunker, quelque part un petit peu tombeau aussi de ces animaux, et alors que là, la première phrase nous invite plutôt à les reconvoquer dans cet espace, et donc à la vie. Chose qui se produit assez bien finalement par la danse, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec ce geste assez fort de les avoir travaillés, de les avoir étudiés, ou en tout cas de leur avoir accordé une telle importance au point de leur redonner vie, alors que ce sont justement des animaux menacés d'extinction, et donc on aurait oublié. Et pour ce qui est des passages plutôt de texte, de diction, moi aussi j'ai trouvé qu'ils étaient finalement assez à l'étroit dans cet espace du CND, avec des voix qui se chevauchaient, malgré l'atmosphère englobante des sons de nature qui pouvaient être diffusés pendant qu'ils parlaient ou pendant les scènes dansées. Il y avait pas mal de moments en fait où
on est face donc, à un performeur ou une performeuse en écoutant son récit de présentation sur l'animal et son contexte de disparition, en tout cas de grandes difficultés. Et en fait, on est happé par le discours d'une autre performeuse ou d'un performeur à côté qui parle d'un autre animal. Et voilà, ça peut gêner un petit peu l'expérience, ce croisement des discours qui voilà, est tributaire aussi du lieu dans lequel ça se produit. Et certaines fois, je me suis dit que c'était sans doute mieux de le voir dans la nature. Je me suis imaginé le voir dans la nature et en me disant que ce serait beaucoup mieux, beaucoup plus adapté en tout cas pour cette expérience-là. Avant de clôturer cette première partie de notre épisode avec ce spectacle, j'aimerais vous faire écouter un extrait d'un autre projet, mais qui convoque le projet Extension Room dont nous parlons. C'est très joyeux pour moi de danser la marche des saisons. Cela tient peut-être à la simplicité des mouvements, au fait de posséder leur sens aussi, de l'avoir en partage avec vous. Cela tient aussi au rythme entraînant, à la répétition enivrante qui mime la répétition des saisons, au sourire aussi. Il y a quelque chose d'irrésistible dans cette danse. Irrésistible comme la marche des saisons. Sauf que non. Danser cette chorégraphie, aujourd'hui, a quelque chose de troublant parce que les saisons et leurs particularités ne sont plus ces repères stables, solides, inchangés de notre existence. La marche des saisons n'est plus la ritournelle rassurante de la marche immuable du monde. C'est la marche d'adieu d'un monde en train de disparaître. La prochaine danse s'appelle Siberian Crane, la grue de Sibérie. C'est un extrait de la pièce Extinction Room, Hopeless, salle d'extinction sans espoir, du chorégraphe Sergiu Matisse, créé en 2019 et interprété par Lisa Villeray. Cette danse qui comprend un monologue, un solo et l'enregistrement du chant de la grue est la plus récente de toutes les danses de ce soir. Dans cette danse, Sergiu Matisse mêle l'histoire contemporaine de cette grue, ses mouvements et des mouvements propres aux humains, comme le visage grimaçant qui vient des rituels animistes convoquant cet oiseau. La danse prend les allures d'une cérémonie aux êtres disparus, ceux qui ont parcouru la Terre pendant des millions d'années et s'éteignent aujourd'hui en l'espace d'un peu moins de 20 ans. La mort en masse des vivants, provoqués par les activités humaines extractivistes, transforme la danse et ajoute à sa palette un nouveau rôle possible, devenir l'archive et l'interprète des corps qui disparaissent du répertoire de la vie.
Jérôme Bell a créé la pièce Danse non humaine avec l'aide de l'historienne de l'art Estelle Zangmenguel. Ils ont composé une partition faite d'extraits de pièces d'Isadora Duncan, Loy Fuller, Pina Bausch ou Xavier Leroy pour chercher quelles stratégies conscientes ou non ces jalons de la danse occidentale ont engagé pour représenter le non-humain. Comme on a pu l'entendre, Extinction Room en fait partie, et c'est la plus récente des pièces de la partition. Ici, la comédienne Stéphanie Aflalo, qui joue le rôle de la conférencière Estelle Zangmenguel, termine avec cette phrase forte: « La mort en masse des vivants provoquée par l'activité humaine extractiviste transforme la danse et ajoute à sa palette un nouveau rôle possible, devenir l'archive et l'interprète des corps qui disparaissent du répertoire de la vie. » Alors ma question pour vous, chère critique, est-ce que la danse doit rompre avec l'anthropocène ? Moi, ce que je remarque, c'est que moi j'ai eu cette impression en tout cas que la danse s'est vraiment emparée de ces sujets-là ces dernières années et n'a cessé de s'en emparer parce que comme on est dans une pratique de corps, ou en tout cas qui met vraiment le corps en premier lieu, est-ce qu'on est vraiment séparé des autres corps ? Et c'est cette sorte de porosité entre... en fait, si il y a certains corps qui meurent, il y a quelque chose qui meurt dans nos corps. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui en tout cas, c'est un peu ça qui transparaît dans cette pièce, qui est vraiment baigné dans une mélancolie, dans une nostalgie qui est pas vraiment lourde, mais en tout cas, il y a un peu quelque chose qui meurt dans cette pièce. Oui, dans le même sens que ce que tu disais, Belinda, redonner de la visibilité à ces corps qui justement meurent, puisque s'il y a une partie du vivant qui meurt, c'est tout le vivant qui en ressent les conséquences. Et donc mettre ça en visibilité, ça semble aujourd'hui un des enjeux auxquels l'art et la création chorégraphique vers lesquels elle peut s'aventurer et trouver des solutions. On aimerait bien, mais en tout cas apporter peut-être des propositions de réponses ou de réponses créatives, des ébauches. Pour clôturer un peu cette séquence, au-delà des enjeux qu'il soulève, est-ce que la pièce formellement et chorégraphiquement est convaincante pour vous ? Est-ce que vous la conseillez en un mot ? Moi, cette pièce, elle m'a beaucoup charmée dès le départ. Je trouve que le dispositif immersif, il est quand même... il fonctionne. Et je pense que cette pièce, elle est indissociable entre... Et peut-être c'est sa force. En fait, son esthétique est vraiment indissociable de ce qu'elle raconte. Et c'est probablement sa force. Et en termes d'écriture, je trouve quand même qu'il y a des... il y a des pistes intéressantes. On parlait de la danse des visages pour parler pour invoquer l'animalité. Et je trouve qu'elle a quelque chose d'intriguant et d'original, quoi. Et elle pique la curiosité. Calista ? Effectivement, original, c'est le mot. J'avais, pour ma part, jamais été confrontée et même plongée pour cette expérience, et ce serait le mot plus juste, dans une œuvre qui aurait ce propos et puis cette forme. C'est quelque chose d'assez inédit pour moi. Et donc oui, je le conseillerais. Même si j'aurais quelques réserves peut-être sur la densité de l'écriture qui pourrait être à mon avis resserrée, les transitions entre les scènes dansées et les exposés, comme on pourrait les appeler, sur la vie des oiseaux, qui pourrait être un peu plus articulé de façon encore plus organique, ce qui serait bien pour cette pièce et pour le sujet qu'elle aborde. Et également de choisir aussi le bon endroit pour la voir, puisque elle est extrêmement ancrée et tributaire de son lieu de représentation. Donc oui, mais pas n'importe où.
Des cloches et des cloches pour introduire la pièce Liberté cathédrale de Boris Charmatz, pièce présentée actuellement par le Théâtre de la Ville au Théâtre du Châtelet et jusqu'au 18 avril. Boris Charmatz qui a pris la direction en 2022 du Tanztheater Wuppertal, la compagnie historique de Pina Bausch, signe avec Liberté cathédrale sa première pièce avec les danseurs de la compagnie en y invitant une partie de ses danseurs historiques. Boris Charmatz cherche à amener la danse dans des endroits inhabituels, des parkings, des stades, le lieu dont le titre Liberté cathédrale fait référence à l'endroit où la pièce fut créée, une église brutaliste près de Wuppertal, en Allemagne, avant d'être donnée aux usines Fagor à Lyon en septembre dernier, en ce moment sur une scène augmentée au Théâtre du Châtelet et avant le plein air cet été à Avignon. Je me tourne vers vous pour une première prise de parole sur cette pièce. Ma première impression, ce serait déjà de me dire c'est super, il y a beaucoup de danseurs sur scène. Parce qu'il y a quand même peu de productions en danse contemporaine où on peut voir autant de danseurs en même temps sur scène et vraiment des interprètes quand même assez exceptionnels. Donc du coup, beaucoup d'enthousiasme déjà, mais en même temps beaucoup d'attente aussi. Donc c'est un peu ce que j'ai ressenti, sachant que comme j'ai vu la pièce 2 fois, j'ai quand même des perceptions assez différentes. Et je dirais que le lieu où je l'ai vu a quand même beaucoup influencé ma perception de la pièce, et je pense c'est une pièce où il y a beaucoup de physicalité, et moi j'ai ce souvenir encore de cette relation entre l'espace, même le sol, les matières et nous en tant que public. Première impression qu'on va creuser tout à l'heure dans les questions, Calista. Pour le coup, encore une fois, je ne l'ai vue qu'une seule fois, cette pièce donc au Châtelet. Et on parlait de la dimension temporelle tout à l'heure, là on l'a vue beaucoup plus récemment. Donc c'est cette Liberté cathédrale, et évidemment on projette des attentes sur cette pièce aussi, avec son titre assez énigmatique finalement. Et j'en garde finalement un peu une impression similaire à celle de quelqu'un qui rentre dans une cathédrale justement et qui est impressionné par ce qu'il voit, par la grandeur du Théâtre du Châtelet, qui là par exemple était complètement ouvert. Les coulisses avaient été investies par des estrades avec donc du public, le fond de scène avait été complètement ouvert aussi, et c'est depuis le fond de scène que j'ai pu voir la pièce. Et donc en face de nous il y avait tous les sièges et tout le public en fait du Châtelet, chose qu'on ne voit pas habituellement quand on se rend au Châtelet pour voir une pièce. Donc oui, quelque chose d'assez impressionnant, une expérience finalement c'est unique. En 5 tableaux, opus, volé, touché, For Whom the Bell Tolls, que l'on peut traduire pour Qui sonne le glas et Silence, la pièce se déploie grâce à 26 danseurs et danseuses. Est-ce que si on lit rien sur la pièce, on peut deviner qu'elle évoque notamment le silence autour de la pédophilie dans l'église ? Moi, la première fois que je l'ai vue à Lyon, ça m'a pas traversé l'esprit. Enfin, honnêtement, c'est en parlant avec Léa Poiré qui a pris ça comme angle de sa critique sur le spectacle, que je me suis dit ah oui, on le voit dans plein d'endroits quoi. Mais alors peut-être c'était aussi les conditions de représentation qui ont fait que il y a énormément de choses à regarder et que c'était peut-être un peu dispersé quoi, dans l'espace. Ça se diluait beaucoup dans l'espace. Donc déjà, il y avait il fallait déjà mettre du sens dans ce qu'on était en train de voir avec quelque chose de très éclaté. Et ensuite, commencer à se dire en fait, il y a un propos. Quel est le propos Donc moi, j'ai eu plutôt cette expérience-là de la pièce. C'est vrai que moi non plus, ça ne m'a pas frappée. Après, j'avais lu un petit peu des choses sur la pièce, donc je savais que ça faisait partie des intentions de mise en scène, et même en le sachant, en faisant l'expérience, donc en voyant la pièce, j'ai pas été frappée par cette dimension. Il me semble que c'était pas que ça ressortait pas de façon très explicite, et d'une certaine façon c'est pas un mal finalement, parce que ça permet de libérer l'imaginaire des spectateurs qui n'auraient pas lu, ou alors qui auraient lu mais qui auraient oublié, se seraient abandonnés à la pièce, et voilà, de pouvoir aussi la prendre avec leurs propres attentes, et qu'elle leur parle à elles sans être
justement trop influencé par les intentions de mise en scène. Mais le silence, puisque là l'idée c'est de convoquer ou évoquer le silence autour de la pédophilie dans l'institution de l'Église, mais comment ensuite on peut chorégraphier le silence? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut identifier? Par quoi ça passe dans les corps et dans l'écriture ensuite? En fait, déjà, j'ai l'impression que cette thématique, il y avait j'ai l'impression une sorte de devoir de Boris Charmat de parler de ce sujet en se disant si je crée une pièce dans une église, on est quand même dans une période où on parle énormément de violences sexuelles, d'inceste, de violences intrafamiliales. J'ai l'impression que ne pas en parler, enfin lui, il aurait été coupable d'être silencieux sur ces questions-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'engagement qui est tout à son honneur, en tout cas d'en parler dans ce spectacle, en parler sans en parler du coup. J'ai l'impression que cette question du silence, elle est assez inhérente à la danse, dans le sens où c'est quand même une discipline plutôt silencieuse, on va dire, enfin en tout cas plus silencieuse que les autres, où tout passe par le mouvement, ce qu'on peut voir ou ressortir, et pas forcément sur ce qu'on va écouter. Ça m'a aussi évoqué, il y a une question dans la danse, notamment sur, on va dire, la place des interprètes et les interprètes en danse ne peuvent pas prendre la parole sur scène. Et je pense que c'était un bon sujet pour la danse, parce que justement, il y a ces questions qui traversent la danse contemporaine, on est danseur, on n'a pas les outils pour parler aussi de notre art, de nos conditions de travail. Et du coup, moi, peut-être c'était un bon sujet, entre guillemets, de s'attaquer à ça par la danse qui déjà, je pense que la danse contemporaine met beaucoup au travail cette dimension. Avant de passer la parole à Calista, juste pour rendre hommage en tout cas à l'inspiration, le point de départ, Boris Charmat écrit, je me souviens, je suis allée voir Le Grand Silence, un film allemand sur les moines de la Grande Chartreuse, ce monastère français en montagne. Leur action en silence devient une chorégraphie étrange, ils passent la semaine sans échanger un mot, mais ensuite on les voit rire et faire du toboggan en soutane dans la neige. Enfin voilà, en tout cas c'est en regardant ce documentaire-là qui a été un peu le point de départ de l'inspiration, et puis ensuite effectivement il avait vécu à Lyon, enfin... Voilà, je rapporte, puisque la personne n'est pas là pour, de temps en temps, en tout cas, lui glisser des réponses sur des questions qu'on n'a pas. Donc, sur la question du silence à chorégraphie, Calista, quel est votre regard là-dessus? Il y a quelque chose d'assez paradoxal, finalement, dans cette question, puisque la danse, traditionnellement, était associée à une discipline silencieuse par rapport au théâtre, et de ce fait, elle a pu être moins censurée puisqu'on lui attribuait un pouvoir subversif moindre que les arts de la parole, les arts déclamatoires, alors que c'est pas forcément du tout le cas. Je me permets de rebondir parce que vous êtes toutes les deux à défendre la danse comme un art chorégraphique par essence silencieux, mais si je reviens sur le répertoire en tout cas de Boris Charmat, qui a beaucoup fait parler entre guillemets les danseurs dans ses pièces, je pense notamment à Danse de nuit ou 20 danseurs pour le XXe siècle, peut-être dans Manger aussi, je crois. Donc c'est pas la première fois qu'il est, même d'ailleurs dans cette pièce en fait, on va y revenir plus tard, il y a aussi des passages parlés, donc ce n'est pas complètement silencieux non plus en fait. Donc c'est pour ça que je me pose la question, qu'est-ce que ça apporte aussi des fois la parole à la danse, et d'où vient ce besoin de donner des indices de compréhension par la parole? Est-ce que la danse du coup ne suffit pas? Je sais pas si je défends je pense pas défendre la danse comme étant absolument un art de la parole, au contraire, je pense qu'elle a été jugée comme telle pendant un certain temps, mais il faut simplement aller voir un spectacle de danse aujourd'hui, quelques-uns, pour se rendre compte que l'usage de la parole dans les spectacles de danse est quand même assez développé. Et c'est vrai ici que donc il y a de l'usage de la voix, de la parole aussi, mais du chant par exemple, qui n'est pas donc une parole directe, discursive, mais plutôt de l'ordre de la récitation d'un poème ou de la performance d'un chant, qui en dit parfois moins que ces passages silencieux, où ils sont par exemple, les performeurs et performeuses
déambule donc, dans le silence, mais avec en étant bouche bée, en regardant vers le haut, comme quelqu'un qui serait, je sais pas, j'imaginais des gens en train d'admirer des vitraux dans une cathédrale, comme pour Sergio Matisse. J'ai passé la pièce à l'imaginer ailleurs que au Châtelet, et en l'occurrence dans une cathédrale, puisque d'ailleurs les volets de cloches prêtaient assez bien à ces rêveries pendant l'expérience. Et donc voilà, ce silence, moi je l'imaginais plutôt transposé dans le lieu même d'une église, et dans quelque chose qui représentait quelque chose d'assez contemplatif et réflexif, immersif, l'expérience que proposaient les performeurs et la pièce à ce moment-là. Oui, en fait, je me dis, du coup, comme on part d'une discipline qui est plutôt silencieuse, le fait de parler fait... donner à voir le silence dans la danse, il faut peut-être mettre de la parole pour montrer à quel moment ils sont silencieux ou pas. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. J'ai l'impression que le fait, pour Boris Charmas, le fait de faire parler ses danseurs, je pense qu'il y a une dimension un peu politique, justement pour leur donner une forme d'autonomie et d'individualité, alors que c'est une des revendications, en tout cas de la danse contemporaine, je pense, depuis les années 80, de donner une forme d'autonomie aux danseurs, enfin, de la danse contemporaine, je pense, de certains interprètes, pas forcément, c'est pas forcément généralisé, mais en tout cas, le fait que les danseurs prennent la parole et en tout cas font sortir leur voix est pas du tout quelque chose d'anodin, je pense. Ensuite, du coup, le fait que les danseurs parlent ou chantent crée à d'autres moments du silence, ou donne à voir le silence, donne à entendre le silence. Et je pense aussi qu'il y a des ressorts au niveau de l'écriture de la chorégraphie, de montrer comment la parole est empêchée. Donc peut-être avec une certaine énergie, le fait que donc il y a ce geste qui est très marquant quand ils sont comme ça, dans une forme de contemplation, de béatitude, avec la bouche ouverte, on voit bien qu'il y a un son qui devrait être produit mais qui n'est pas produit. Donc je pense ou alors des entraves, je pense pour mettre en scène ce silence, il a fallu au niveau de la chorégraphie utiliser des ressorts qui témoignent d'une forme d'entrave ou d'empêchement pour bien montrer que que la voix est empêchée de sortir, quoi, et que ça se manifeste dans le corps. Un peu de silence dans Liberté Cathédrale et beaucoup de musique, de son, les cloches, les grands orgues et même des chants des danseurs, on en parlait tout à l'heure. J'ai dit que la distribution compte 26 danseurs et danseuses. Est-ce que le nombre impressionne au risque de noyer la danse, ou est-ce que vous vous attachez à regarder des micro-mouvements chez l'un ou l'autre? Comment vous regardez d'ailleurs et où vous regardez? On les voit souvent en fait à l'unisson, enfin moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, j'ai l'impression de voir une nuée en fait de danseurs, surtout sur ce passage qu'on vient d'écouter, où ils vocalisent sur un air en particulier qui est un peu haché et repris, et ils bougent en fait à l'unisson. Je me demandais d'ailleurs en les regardant où était le chef de chœur, parce que voilà, c'était finalement un rythme, un geste assez organique et assez fluide, malgré les hachures, justement. Les arrêts et les départs étaient pour moi assez bien, plutôt bien coordonnés.
Et donc voilà, je n'avais pas de problème à suivre l'ensemble en tant que le groupe. Et après, à d'autres moments de la pièce, les performeurs et performeuses viennent à la rencontre du public de façon individuelle, ont leur propre gestuelle et leurs propres intentions de gestes et même à l'oral. Qui voilà, permet aussi d'apprécier les qualités de chacun et d'avoir une expérience propre avec chacun des artistes qui défilent devant le public et propose quelque chose de différent. Donc je pense qu'il y avait un bon équilibre en fait dans la pièce entre quelque chose de la danse chorale et en même temps de la danse individuelle et assez intime. Belinda, comment vous portez votre regard, zoomé, dézoomé, comment le montage se fait avec vous? Moi j'ai eu la sensation de quelque chose d'assez éparpillé par moments, où on recevait comme ça la présence de certains interprètes qui se présentaient à nous, qui nous balançaient quelque chose au visage. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre du regard, clairement, où on est un peu perdu, on sait pas. Il y a des tableaux qui sont où c'est très dirigé, en effet, au tout début où il y a ces nuées, à la fin où ils se regroupent tous ensemble, où on sait où regarder, et il y a d'autres moments où vraiment le regard, l'attention, de manière générale, est éclatée, pas seulement en termes de regard, mais en termes aussi d'écoute. Et je trouve que c'est une pièce en termes d'empathie kinesthésique qui est très forte, voire violente, parce que les gestes sont très... il y a une brutalité et une violence, je trouve, dans les gestes, et une énergie qui est dégagée, Moi, en plus, j'avais mal au dos, donc il y avait un truc où j'étais dans une sorte d'empathie à me dire « Oh là là, il doit se faire mal, là !» Donc j'ai plutôt ressenti comme ça, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe vraiment physiquement, et pas qu'en termes de regard dans cette pièce. Avant le dernier extrait, peut-être un mot justement sur ce casting mélangé entre les danseurs de la compagnie de Pina Bausch et des danseurs historiques de Boris Charmat. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir sur scène, en direct, les artistes dirigés par Boris Charmat, que ce soit ceux de terrain ou depuis qu'il a pris la tête de la compagnie de Wuppertal. Donc j'ai eu un peu j'aurais pas cette facilité à distinguer qui vient d'où dans la compagnie. Pour moi, je reviens sur ce que je disais juste avant, il y avait une belle homogénéité, j'ai trouvé, dans les performeurs et performeuses. Et par contre, on reconnaît deux visages, par exemple, d'ex-membres de la compagnie de l'Opéra de Paris, qui sont Laetitia Galloni et Simon Le Borgne, par exemple, que j'avais eu l'occasion de voir sur scène, et je retrouve leur formation à la danse classique dans cette pièce, même dans les parties un peu plus improvisées, ou en tout cas qui laissent un peu plus de liberté aux interprètes, où là leur gestuelle, leur formation n'ont pas les trahis, mais en tout cas pointent leur formation initiale de façon assez visible. Ce qui n'est pas gênant, mais au contraire, ça permet d'avoir une diversité d'artistes faire chorale dans cette pièce, et c'est très intéressant. Moi, j'ai pas eu de sensation de différence, en tout cas entre des groupes d'interprètes, mais les interprètes sont tous très différents, et je pense que cette pièce leur donne vraiment la place d'amener leurs matériaux chorégraphiques et leur interprétation et leurs gestes, en fait. Et j'ai vraiment pas une connaissance exhaustive du répertoire de Boris Charmat, mais il me semble que ça fait quand même partie des choses qui travaillent, des choses qu'il met au travail, quoi. Cette diversité, et quelque chose de très personnel, on va dire, dans les gestes. Moi, en tant que spectatrice, ce qui m'a quand même marqué, c'est que on reconnaît des interprètes, certains qui sont chorégraphes. Moi, il y a des bouts de pièces qui ont été invoquées pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'en fait on a tellement des interprètes qu'on a vu toute l'année, qu'on a vu depuis 5 ans, que on se dit tiens, j'ai des visions comme ça qui surgissent d'une pièce de Tatiana Julien, par exemple, quand elle danse, et ça, j'ai trouvé ça assez beau. J'y ai vu aussi une pièce d'interprète par certains moments, parce que je pense que ces moments-là, c'est dans des moments où il y a vraiment leur individualité qui ressort, et quelque chose de l'ordre du jeu quand ils s'adressent à nous.
Ça, c'était assez fort, mais c'est plus lié à ce que je pense que les interprètes proposent et la liberté que Boris Charmatz leur octroie dans certains moments de la pièce. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore, never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. John Donne, 1624. Un poème de John Donne publié en 1624 et dit ici par la chanteuse PJ Harvey en 2016 et qui dit en substance « Aucun homme n'est une île, un tout, complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie. Comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. » Des phrases que l'on retrouve dispersées par-ci, par-là dans la pièce de Boris Charmatz permettent de donner d'autres perspectives au silence. Tout à l'heure, Belinda, vous disiez que quand un corps vivant meurt, il y a une partie de vous qui se meurt aussi, et je trouve que là, on fait lien avec aussi la première pièce. Comment vous aviez reçu ces phrases-là pendant la pièce ? Moi d'abord, de manière, ça m'apparaissait comme assez énigmatique, et j'avoue que ayant vu la pièce à Lyon et à Paris, j'avais pas le souvenir de ce moment-là. Je me souviens qu'à Lyon, il y avait quelque chose de très agressif dans l'adresse, pour moi qui était causé aussi par l'espace en fait des usines Fagor qui était très dur, et je sentais qu'il y avait quelque chose de très pénible et très dur qui, je pense, m'empêchait un peu d'écouter ce qui se passait. Et là c'était quand même plus doux et plus moelleux au Châtelet, c'est l'impression que j'ai eue. Il y avait, moi j'ai eu cette impression un peu, parce que de pas pouvoir vraiment distinguer leurs paroles des gestes et de ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire qu'il me semble qu'à ce moment-là, les danseurs et danseuses commencent à inviter des membres du public à se joindre à eux pour faire une grande ronde. Et d'ailleurs, je me suis posé comme question si ils nous avaient pas mis au premier rang pour pas qu'on soit confronté à ça, pour nous éviter de vivre ce moment peut-être un peu gênant de participer au spectacle, mais en tout cas de matérialiser le poème par des gestes en faisant participer le public à aller dans une grande ronde où on va faire un en commun avec les autres. Donc j'ai l'impression d'avoir une lecture très premier degré du poème à travers la chorégraphie. La douceur avec laquelle l'invitation est lancée au public, puisque chaque membre sollicité sur son siège est libre ou non de répondre à l'appel du danseur, et donc certains refusent, d'autres prennent la main qui leur est tendue et puis sont invités à donc prendre part à la ronde et à sortir de cette île que serait chaque homme pour faire partie de l'ensemble. C'est vrai aussi, j'ai eu la même réflexion que toi sur le fait qu'on n'était pas au premier rang en tant que journaliste pour potentiellement éviter de faire partie de cette partie de la pièce, puisque voilà, on se doit d'avoir une position réflexive, et plus on entre dans l'expérience, plus ça peut être
difficile après de faire la part des choses dans l'exercice qui nous attend après le spectacle. Pour autant, je me suis pas sentie exclue de l'expérience. Et non, c'était une autre forme de parole qui était expérimentée ici et à laquelle on pouvait quand même participer, même en étant assis sur notre siège dans les gradins, que ce soit depuis le fond de la pièce ou de l'autre côté, puisqu'on est dans un dispositif quadrifrontal. Donc voilà, le chœur se déplace après dans l'espace scénique et chacun est libre de l'observer de près, de loin. Et non, c'est finalement une autre forme de parole intéressante qui est développée ici, même à travers la récitation d'un poème, qui est donc pas une prise de parole libre, mais à laquelle chacun répond à sa façon et de façon intime, personnelle. Alors, Liberté cathédrale de Boris Charmas, actuellement proposée par le Théâtre de la Ville au Théâtre du Châtelet, avant d'arriver cet été au Festival d'Avignon en plein air dans un stade. Est-ce que vous le conseillez ? Moi, je suis un peu mitigée sur cette pièce, parce que je pense qu'on pourrait l'analyser, enfin, il y a un plaisir de l'analyse, parce qu'elle dure longtemps, il se passe plein de choses, il y a des super interprètes, et en même temps, moi, j'ai cette sensation de quelque chose d'un peu dispersé ou éclaté dans ce spectacle, où j'aurais du mal à vraiment attraper et pouvoir palper, toucher ce qui se passe. Il y a quelque chose un peu qui m'échappe et peut-être où ça reste pas dans une forme de superficialité, mais en tout cas qu'on passe à travers plein de choses sans forcément se plonger vraiment dedans. Il y a toujours une question que je me pose avec la danse, c'est aussi quand il y a des choses très abstraites. Moi, je vais voir de la danse 4-5 fois par semaine, donc je mets toutes les choses en comparaison, donc c'est toujours un intérêt. Après, peut-être pour des spectateurs, des spectatrices qui seraient pas forcément habitués de voir de la danse, est-ce que vraiment ils vont pas un peu se perdre dans cette proposition ? Bon, ça c'est vraiment de la projection parce que je suis incapable de savoir maintenant quel est le regard de quelqu'un qui ne va pas voir souvent de la danse. Mais je trouve que bon, il y a évidemment une recherche dans la chorégraphie qui, pour moi, donne à voir l'architecture de l'église à travers le son, notamment, enfin la projection des voix et le son qui donne à voir la structure de l'église, qui est intéressante sur le rapport entre la danse et l'espace avec pas seulement les gestes mais aussi le son. Mais peut-être il y a quelque chose qui manque dans cette pièce. En tout cas pour moi, j'ai peut-être un sentiment de manque. Je te rejoins, Belinda, sur l'impression d'éclatement et de dispersion de la pièce, mais ça me conduit pas à la même conclusion. Je dirais au contraire que ça me donne envie de la revoir pour l'aborder d'un autre point de vue, notamment tout simplement en étant assise à un autre endroit pour l'observer. Par contre, j'avoue être un peu sceptique sur le stade pour prochain lieu de représentation. Après, ça peut donner quelque chose d'absolument formidable. De mon point de vue, là, actuellement, après l'avoir vu au Châtelet une première fois, je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin, je ne sais pas si ça va conduire à quelque chose d'aussi... une expérience aussi immersive, par exemple, que ce qu'on a pu vivre au Châtelet. Je continue de penser que l'église reste le lieu le plus puissant, en fait, pour démultiplier le poids de cette pièce et toutes ces résonances symboliques, puisqu'il y a quand même un certain nombre de scènes qui sont... à mon avis, très lié à l'expérience qu'on fait à l'intérieur d'une église ou d'un lieu de culte de la religion catholique en général. Et donc, c'est oui, le stade, voilà, j'ai quelques réserves sur ce choix-là. Mais voilà, c'est une pièce qui, à mon avis, peut être parcourue de 1000 façons et qui peut être revue dans des contextes très différents, de faire des expériences très différentes à chaque fois. Alors si Boris Charmas était là, peut-être répondrait cette chose, c'est-à-dire que c'est une église sans église et qu'avant la construction des bâtiments églises, l'église se pratiquait en dehors et dehors dans les forêts et que ça symbolisait quand même une présence religieuse. Mais je ne suis pas Boris Charmas, mais je fais cette projection-là en tout cas comme réponse, et que le stade peut aussi être une église en plein air. Grand merci à vous, chère Belinda Mathieu et chère Calista Crozier. Dans ce premier beau bizarre critique, nous avons évoqué Extinction Room de Sergio Matisse, qui ne se trouve pas actuellement en tournée, mais Danse non humaine de Jérôme Bell, qui en présente un extrait, sera à la Maison de la Danse en décembre 2024, avant des dates à Berlin et Stockholm. Liberté cathédrale de Boris Charmas est visible jusqu'au 18 avril avec le Théâtre de la Ville, avant d'arriver au Festival d'Avignon en juillet.
Grand merci à Belinda et à Calista pour leur temps et leur générosité. Merci à Quentin Tonneau pour la voix du doublage. Et merci à notre groupe de critiques alliés pour leur soutien. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.